La clé glissa dans la serrure de sa propre porte d'entrée. Sarah Mitchell n'avait prévenu personne de son retour anticipé de voyage d'affaires. Après 2 mois passés à organiser des collections d'art à travers l'Europe, elle voulait faire la surprise à son mari, David. Mais lorsqu'elle poussa la porte, la véritable surprise l'attendait à l'intérieur. Une femme blonde, manifestement enceinte, préparait le dîner dans sa cuisine, portant son tablier. Après 2 mois éreintants en Europe, Sarah avait réussi à boucler sa tournée d'exposition avec 3 semaines d'avance. Le vol de 16 heures entre Milan et Chicago l'avait laissée exsangue, mais l'idée de voir le visage de David en franchissant le seuil la maintenait éveillée malgré le décalage horaire. Leur mariage avait traversé son lot d'épreuves au cours des 8 dernières années. David, gestionnaire de portefeuille à la Continental Trust Bank, avait toujours soutenu la carrière de Sarah, même lorsque celle-ci l'éloignait pendant des semaines. Ils avaient bâti ce que Sarah considérait comme un partenariat solide, sans enfants par choix mutuel, concentrés sur leur carrière, avec une belle maison dans la banlieue de Chicago qu'ils avaient mis des années à parfaire. Alors que le taxi de Sarah s'engageait dans la rue bordée d'arbres de son quartier, elle ressentit ce soulagement familier, enfin chez elle. Mais en approchant de sa maison, quelque chose clochait. « C'est étrange », murmura Sarah, remarquant une élégante BMW noire qu'elle ne reconnaissait pas, garée à sa place habituelle dans l'allée. Peut-être David s'était-il offert une nouvelle voiture, se demanda-t-elle, avant de chasser aussitôt cette pensée. David lui aurait parlé d'un achat aussi important lors de leurs appels quotidiens. Tandis que le chauffeur de taxi l'aidait avec ses bagages, Sarah nota d'autres anomalies. Le jardin de devant avait été complètement réaménagé. Les plantes hypoallergéniques soigneusement sélectionnées, sur lesquelles elle avait insisté à cause de ses graves allergies, avaient été remplacées par de vibrants hortensias, magnifiques mais précisément les fleurs que son allergologue lui avait conseillé d'éviter. L'éclairage extérieur avait également changé. Les appliques murales dorées et chaleureuses, qu'ils avaient mis des mois à dénicher chez un artisan du Vermont, avaient été remplacées par des luminaires LED modernes, bleus et crus, qui donnaient à la maison de style colonial un aspect curieusement clinique. Peut-être préparait-il une rénovation surprise, songea Sarah, bien que le nœud dans son estomac suggérât le contraire. Sarah paya le chauffeur et roula sa valise jusqu'à la porte d'entrée. C'est alors qu'elle l'entendit, une musique inconnue s'échappait des fenêtres. Pas le jazz préféré de David ni ses compilations classiques, mais une musique électro-entraînante qui semblait totalement déplacée dans leur foyer. Utilisant sa clé, Sarah entra discrètement. Le hall d'entrée lui infligea un autre choc. Le mur de galerie soigneusement composé, présentant des photographies de leur voyage, avait été remplacé par de grandes impressions abstraites aux couleurs néon agressives. Précisément le style d'art qu'elle avait professionnellement critiqué comme une œuvre commerciale sans âme dans sa dernière critique publiée. « David » appela-t-elle, entendant sa voix se briser légèrement. Aucune réponse ne vint couvrir la musique pulsante. Sarah s'avança plus profondément dans la maison, tirant sa valise derrière elle. Chaque pièce qu'elle traversait portait les stigmates d'une transformation. Leur salon au ton neutre arborait désormais un canapé d'angle violet vif, remplaçant leur cher canapé en cuir vintage. Les étagères avaient été vidées des livres d'histoire de David et de ses volumes d'art, affichant maintenant des objets décoratifs et peu de livres véritables. En approchant de la cuisine, l'odeur d'épices inconnues se fit plus forte. Elle poussa la porte battante et se figea. Debout devant sa cuisinière professionnelle, un cadeau de pendaison de crémaillère de ses parents, se tenait une femme que Sarah n'avait jamais vue. Grande et mince, à l'exception d'un ventre de femme enceinte proéminent. La femme avait des cheveux blonds platine relevés en un chignon désordonné mais élégant. Elle portait le tablier vintage en lin irlandais de Sarah, celui que sa grand-mère lui avait donné, tendu maladroitement sur son ventre rond. Pendant ce qui parut une éternité, Sarah resta silencieuse, essayant d'assimiler la scène. La femme ne l'avait pas encore remarqué, fredonnant au rythme de la musique tout en remuant quelque chose dans la batterie de cuisine en cuivre de Sarah. Puis, comme si elle sentait une présence, la femme se retourna. Sarah s'attendait au choc, à l'embarras, peut-être à la panique d'être découverte. Au lieu de cela, le visage parfaitement maquillé de la blonde n'enregistra qu'une légère surprise avant de se composer en un sourire étudié. « Vous devez être Sarah », dit calmement la femme, posant la cuillère en bois sur le repose-cuillère. « David m'a dit que vous ne seriez pas de retour avant 3 semaines. » Sarah eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds.
Le ton désinvolte, la connaissance de son emploi du temps, la manière confortable dont cette étrangère occupait son espace. Tout suggérait quelque chose de bien plus qu'une brève incartade. « Qui êtes-vous » réussit à demander Sarah, sa voix à peine audible par-dessus la musique qui pulsait toujours dans les haut-parleurs de la maison. « Et que faites-vous chez moi » La femme attrapa la tablette sur le comptoir et baissa la musique d'un doigt manucuré. Le silence relatif soudain parut encore plus troublant. « Je suis Elisa » répondit la femme, posant une main sur son ventre rond dans ce qui sembla un geste délibérément protecteur. « Eliza Khalil. David ne vous a pas dit que je serais là, n'est-ce pas ?» Un petit sourire entendu flotta sur ses lèvres. C'est tellement typique de lui, toujours à tout remettre au dernier moment. L'esprit de Sarah s'emballa, envisageant des possibilités, chacune pire que la précédente. Une parente ayant besoin d'un logement ? Non, David était fils unique et ses parents avaient pris leur retraite en Floride des années auparavant. Une amie en difficulté ? Mais pourquoi parlerait-elle avec une telle familiarité ? Je ne comprends pas, dit Sarah, luttant pour garder une voix stable. Où est David ? Pourquoi êtes-vous dans notre maison ? Que se passe-t-il ici ? Elisa pencha légèrement la tête, son expression passant à une sympathie feinte qui n'atteignit jamais ses yeux. Oh, ma chère, dit-elle. Ça va être plus délicat que je ne le pensais. Elisa se retourna vers la cuisinière, remuant ce qui se trouvait dans la casserole avec un air de propriétaire absolu qui fit bouillir le sang de Sarah. La femme agissait comme si Sarah était l'intruse dans sa propre maison. David sera à la maison dans environ 1 heure, continua Elisa, son ton conversationnel, comme si elle discutait de la météo. Il est à notre cours de préparation à l'accouchement. Le mardi soir, vous savez. Les jambes de Sarah flageolèrent. Elle tira l'une des chaises de la cuisine neuve, comme tant d'autres choses dans la maison, et s'assit lourdement, toujours dans ses vêtements de voyage. « Je pense que vous devez m'expliquer exactement ce qui se passe, » exigea Sarah, trouvant de la force dans sa colère montante. « Maintenant. » Elisa soupira, baissant le feu sous la cuisinière avant de faire face à Sarah. Sa main retourna à son ventre, dans ce que Sarah commençait à reconnaître comme un geste calculé. « C'est un timing délicat, » dit Elisa, s'appuyant contre le comptoir. « David et moi comptions vous appeler la semaine prochaine. Il voulait vous le dire depuis des mois, mais avec le bébé qui arrive dans seulement 8 semaines, nous ne pouvions plus attendre. » Elle jeta un coup d'œil autour de la cuisine avec un air de propriétaire. « J'ai bien peur que vous ayez interrompu notre phase de nidification. » La cruauté désinvolte de cette déclaration frappa Sarah comme un coup physique. Phase de nidification. Comme si cette femme et David étaient un couple d'oiseaux construisant un nid ensemble dans la maison que Sarah avait aidé à concevoir et à payer. « Depuis combien de temps ?» demanda Sarah, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Combien de temps quoi ? Depuis combien de temps David et moi sommes ensemble ? Ou depuis combien de temps j'habite ici ? Demanda Elisa avec une innocence feinte. Nous nous voyons depuis près de 18 mois. J'ai emménagé. Elle fit une pause, comme si elle comptait. Il y a environ 6 semaines. Juste après votre départ pour l'Europe. 18 mois. 6 semaines. Les chiffres martelaient la tête de Sarah. Elle et David avaient célébré leur 8e anniversaire de mariage il y a seulement 4 mois, avec un week-end à Napa Valley. Était-il déjà avec cette femme à ce moment-là ? Avait-il mené une double vie pendant tout ce temps ? Je ne vous crois pas, dit Sarah, bien qu'une partie d'elle y crut déjà. Les changements dans la maison, la manière dont Elisa se déplaçait avec aisance, tout suggérait que son histoire était vraie. Elisa haussa les épaules, retournant à sa cuisine. « Croyez ce que vous voulez. David confirmera tout quand il rentrera. » Elle ouvrit le placard à épices de Sarah, maintenant réorganisé avec des étiquettes tournées vers l'extérieur, dans un ordre alphabétique précis, et choisit un bocal. « Il est malheureux depuis des années, Sarah. Tous ces voyages d'affaires que vous faites. Tandis que moi, j'étais là, lui donnant ce qu'il voulait vraiment. Une famille. Nous attendons un fils. » L'accent mis sur le mot « fils » semblait délibérément choisi pour blesser. Sarah et David avaient discuté d'enfants au début de leur mariage et avaient mutuellement décidé de se concentrer sur leur carrière. Du moins, c'est ce que Sarah avait cru qu'ils avaient décidé. « Je veux que vous sortiez de ma maison, » dit Sarah, se levant.
Maintenant. Avant que David ne rentre. Elisa rit, un son léger et cristallin qui écorcha les nerfs déjà à vif de Sarah. Ça ne marche pas comme ça, répondit-elle. C'est aussi la maison de David. Et il veut que je sois là. Elle remua à nouveau la casserole. D'ailleurs, j'ai géré les choses pendant votre absence. Les factures, l'entretien, tout. Demandez à David si vous ne me croyez pas. L'esprit de Sarah s'emballa. Elle devait voir davantage ce qui était arrivé à sa maison, comprendre l'étendue de cette invasion. Je vais me rafraîchir, dit-elle sèchement, ayant besoin d'un moment seul pour réfléchir. Bien sûr, répondit Elisa, agitant une main avec dédain. Vos affaires ont été déplacées dans la chambre d'amis. Nous utilisons la chambre principale, évidemment. Cette déclaration désinvolte provoqua une autre vague de nausées chez Sarah. Elle laissa sa valise dans la cuisine et traversa la maison, faisant l'inventaire des changements. Le bureau où elle avait rédigé des essais de catalogue et organisé des expositions avait été transformé en chambre d'enfant. Des murs bleu pâle, un berceau élaboré et une fresque d'animaux des bois avaient remplacé son bureau, ses dossiers et ses livres d'art. Une image d'échographie encadrée trônait en bonne place sur le mur, avec « Bébé Mitchell » écrit en dessous d'une écriture fluide. Dans le couloir, Sarah remarqua autre chose qui manquait, les photographies. Chaque photo encadrée d'elle et David avait disparu. À leur place se trouvaient des photos de David avec Elisa, les deux en randonnée, à un match de baseball, à ce qui semblait être une baby shower avec des gens que Sarah ne reconnaissait pas. La chambre principale fut le coup de grâce. Le sanctuaire qu'elle avait créé avec David était complètement transformé. Leur lit plateforme avait été remplacé par un lit traîneau traditionnel. La palette neutre que Sarah avait soigneusement choisie était maintenant un audacieux duo bleu marine et blanc. Les vêtements d'Elisa remplissaient le placard que Sarah avait laissé à moitié vide. Sur la table de chevet de David se trouvaient des livres sur la grossesse et une photo d'échographie dans un cadre qui disait « Le petit champion de papa ». Les jambes de Sarah cédèrent et elle s'affaissa sur le bord du lit. Leur lit. Qui n'était plus le leur. Elle sortit son téléphone, voulant instinctivement appeler David et exiger des réponses. Mais en faisant défiler jusqu'à son contact, elle réalisa avec une terreur croissante que son dernier SMS datait de 3 jours. Ne contenant que de fades assurances sur sa semaine et des questions sur son exposition. Sarah composa son numéro. Après 3 sonneries, une voix automatisée l'informa que le numéro n'était plus en service. Retournant à la cuisine, hébétée, Sarah brandit son téléphone. Le numéro de David ne fonctionne pas. Elisa leva les yeux de la table à manger qu'elle dressait avec une nouvelle vaisselle que Sarah n'avait jamais vue. « Oh, il a changé de numéro le mois dernier », dit-elle nonchalamment. « Trop d'appels professionnels en dehors des heures de bureau. Tenez, utilisez le mien. » Elle tendit son téléphone, ouvert sur les contacts où David figurait en bonne place. Sarah ne prit pas le téléphone offert. Au lieu de cela, elle remarqua qu'Elisa avait mis la table pour 2, pas pour 3. « Je suppose que je ne suis pas la bienvenue pour le dîner, » dit Sarah, la voix creuse. « Eh bien, c'est plutôt inattendu, » répondit Elisa. « Nous n'avions pas prévu que vous soyez là. David voudra vous parler en privé quand il rentrera, j'en suis sûre. Peut-être pourriez-vous sortir manger quelque chose ? Nous laisser un peu d'espace pour comprendre comment gérer cette situation. » L'audace de se voir demander de quitter sa propre maison pour laisser de l'espace à son mari et à sa petite amie enceinte était presque risible. « Presque. Je ne vais nulle part, » dit Sarah fermement. « C'est ma maison. » La façade agréable d'Elisa se fissura légèrement, révélant un éclair d'agacement avant qu'elle ne se recompose. « En fait, c'est la vôtre à tous les deux, n'est-ce pas ? Ce qui signifie que David a tout à fait le droit de m'inviter à vivre ici. » Elle posa de nouveau une main sur son ventre. « Pour le bien du bébé. » La sonnette retentit, les surprenant toutes les deux. « C'est probablement la livraison, » dit Elisa en se dirigeant vers la porte d'entrée. « Nous avons commandé un fauteuil à bascule pour la chambre d'enfant. » Tandis qu'Elisa disparaissait dans le couloir, Sarah fouilla rapidement les tiroirs de l'îlot de cuisine. Son système d'organisation avait été complètement chamboulé, mais dans le 3e tiroir, elle trouva ce qu'elle cherchait, le dossier des documents de la maison. Elle le parcourut rapidement, confirmant qu'au moins leur papier d'hypothèque semblait inchangé. Depuis l'entrée,
Elle entendait Elisa signer pour une livraison, sa voix joyeuse et complètement à l'aise. Cette femme s'était complètement immiscée dans la vie de Sarah, apparemment sans aucune réserve ni culpabilité. Le téléphone de Sarah vibra, un SMS entrant. C'était Megan, sa meilleure amie depuis l'université, qui travaillait également à la Continental Trust Bank aux côtés de David. « Salut, tu es rentré plus tôt ? J'ai essayé ton fixe mais pas de réponse. Besoin de te parler urge à propos de David. Un truc bizarre avec le comte Henderson. Appelle-moi. » Avant que Sarah ne puisse répondre, elle entendit une voiture se garer dans l'allée. Par la fenêtre de la cuisine, elle vit l'Audi argenté de David se garer à côté de la BMW noire. Son mari était à la maison. Sarah sentit un étrange calme s'installer en elle. Après le choc initial et la douleur, elle voulait maintenant des réponses. Elle redressa les épaules et attendit. La porte d'entrée s'ouvrit et Sarah entendit le bruit familier des clés de David tombant dans le bol en céramique de l'entrée. Un bol qui avait été remplacé par quelque chose de nouveau, nota-t-elle distraitement. « Chérie, le fauteuil à bascule a été livré, mais ils ont envoyé la mauvaise couleur. Je leur ai dit que nous avions besoin du... » La voix de David s'éteignit alors qu'il contournait l'angle pour entrer dans la cuisine et voyait Sarah debout. Pendant un bref instant, un choc véritable se peignit sur son visage. Sa bouche s'ouvrit et se ferma sans un son, et son teint devint blême. Puis, comme si un masque s'était mis en place, son expression changea pour une préoccupation étudiée. « Sarah, dit-il, la voix soigneusement modulée. Tu es rentrée plus tôt. » David Mitchell avait toujours été beau d'une manière conventionnelle. Une carrure athlétique entretenue par des matchs de tennis réguliers, des cheveux châtain clair coupés dans un style cher mais conservateur. Des yeux bleus qui se plissaient quand il souriait. À 42 ans, il paraissait plus jeune que son âge, surtout dans le polo et le pantalon kaki décontracté qu'il portait maintenant. Mais alors que Sarah étudiait l'homme auquel elle était mariée depuis 8 ans, elle réalisa qu'elle le voyait clairement pour la première fois, peut-être. La façon dont ses yeux allaient et venaient entre elle et Elisa, la légère tension dans sa mâchoire, la distance calculée qu'il maintenait, se tenant plus près d'Elisa que de sa femme. « Evidement, répondit Sarah froidement. J'ai rencontré Elisa. » David hocha lentement la tête, se déplaçant pour se tenir à côté de la femme enceinte. Sa main se posa automatiquement dans le creux du dos d'Elisa, un geste intime qui dit tout à Sarah de leur relation. « J'allais te le dire quand tu rentrerais, » dit David, son ton répété. « Ce n'est pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes. »« Apprendre quoi, exactement ?» demanda Sarah. « Que tu as emménagé ta petite amie enceinte dans notre maison pendant mon absence. Que tu as redécoré toute la maison. Que tu as changé de numéro de téléphone. Quelle partie comptais-tu me dire, David ?» David échangea un regard avec Elisa avant de répondre. « Tout, Sarah. Je sais que c'est un choc, mais Elisa et moi, c'est juste arrivé. Nous sommes amoureux. » Le cliché était presque pire que la trahison. C'est juste arrivé. Comme si une liaison de 18 mois aboutissant à une grossesse était une sorte de catastrophe naturelle qui n'aurait pas pu être évitée. « Quand comptais-tu me le dire ?» insista Sarah. « Elisa dit que vous vous voyez depuis 1 an et demi. C'est la moitié du temps où je travaillais sur l'exposition européenne. Que, soit dit en passant, tu m'as encouragé à accepter. » Un éclair de quelque chose, culpabilité ? Augustement ? Traversa le visage de David. J'essayais de trouver le bon moment. Le bon moment, répéta Sarah, catégorique. Et ça aurait été quand, exactement ? Après la naissance du bébé ? Pour votre premier anniversaire ? La machoire de David se crispa. Ce n'est pas productif, Sarah. Ce qui est fait est fait. Nous devons parler des prochaines étapes. Les prochaines étapes, fit écho Sarah, se sentant comme un perroquet répétant des phrases qui n'avaient aucun sens. Oui, dit David, se dirigeant vers la table de la salle à manger où se trouvait sa mallette. Il l'ouvrit et en sortit un dossier. J'ai fait rédiger des papiers. Un accord de divorce qui est juste pour tout le monde. Sarah le regarda, incrédule. Tu as déjà préparé les papiers du divorce. C'est mieux ainsi, insista David, posant les documents sur la table. Une rupture nette. Tu peux continuer à te concentrer sur ta carrière,
et Elisa et moi pouvons nous concentrer sur notre famille. La cruauté désinvolte de ces paroles frappa Sarah à nouveau. 8 ans de mariage balayés si facilement. J'ai besoin que tu les signes ce soir, continua David, son ton devenant plus professionnel. Mon avocat a conseillé de régler cela rapidement, pour le bien de tous. Ce soir ? Demanda Sarah, incrédule. Tu t'attends à ce que je signe des papiers de divorce sans même les lire ? Sans mon propre avocat ? L'expression de David se durcit légèrement. C'est un arrangement généreux, Sarah. Tu gardes ta collection d'art, tes investissements personnels. Je n'essaie pas de profiter de toi. Sarah s'approcha de la table et jeta un coup d'œil aux papiers sans les toucher. Même d'un regard superficiel, elle pouvait voir qu'il s'agissait de bien plus que de simples papiers de divorce. Il y avait des documents relatifs à leur compte joint, à la maison, et quelque chose concernant la Henderson Family Trust. Pourquoi y a-t-il des documents concernant la fondation de ma famille ici ? Demanda Sarah, la suspicion grandissant. Juste pour formaliser la séparation de nos intérêts financiers, dit David doucement. Tu sais que j'ai aidé à gérer certains des investissements Henderson. Cela clarifie simplement que je n'aurai plus aucune implication. Quelque chose ne collait pas. David avait en effet aidé avec quelques conseils en investissement pour la fondation de sa famille. Mais il n'avait jamais eu le pouvoir de signature ni un accès direct à ses comptes. Le téléphone de Sarah vibra à nouveau. Un autre SMS de Megan. Ne signe rien. Quelque chose cloche avec le compte Henderson. Appelle-moi urgent. Sarah leva les yeux et vit David et Elisa la regarder attentivement. J'ai besoin de temps pour examiner ça, dit Sarah, essayant de gagner du temps. Et j'ai besoin de parler à mon propre avocat. Il n'y a pas de temps pour ça, insista David, sa voix prenant une intonation qu'elle lui avait rarement entendue. J'ai besoin que tu signes ces papiers et que tu déménages dès que possible. Pour le bien du bébé. Encore cette phrase. Pour le bien du bébé. Comme si un enfant à naître leur donnait en quelque sorte droit à sa maison et à des procédures judiciaires accélérées. Déménager, répéta Sarah. C'est aussi ma maison, David. Mon nom est sur l'hypothèque. Où veux-tu exactement que j'aille ce soir ? Tu peux rester à l'hôtel quelques jours, intervint Elisa. Juste jusqu'à ce que tu trouves un arrangement plus permanent. Nous avons déjà emballé certaines de tes affaires essentielles. Elle désigna une valise que Sarah n'avait pas remarquée auparavant, posée près de la porte de la cuisine. Le reste de tes affaires est en garde-meuble. Vous avez emballé mes affaires. Sarah sentit son sang-froid l'abandonner. Vous avez mis mes biens en garde-meuble sans ma permission. Nous avions besoin de place, dit David, sans s'excuser. Pour la chambre d'enfant et les affaires d'Elisa. C'est de la folie, dit Sarah en secouant la tête. Vous ne pouvez pas simplement m'effacer de ma propre vie et vous attendre à ce que je coopère. Sois raisonnable, Sarah, dit David, son ton condescendant. Cette situation est difficile pour tout le monde. Plus tôt nous la réglerons, mieux ce sera. Tandis que David parlait, Sarah remarqua Elisa se diriger vers l'îlot de cuisine où se trouvait son sac à main. La blonde sortit nonchalamment ce qui ressemblait à des médicaments sur ordonnance, avalant un comprimé avec de l'eau. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sarah, momentanément distraite. « Des vitamines prénatales » répondit Elisa doucement. « Prescription du médecin. » David posa un stylo sur les papiers. « Sarah, s'il te plaît. Signe juste les documents. Ensuite, tu pourras partir, et nous pourrons tous commencer à aller de l'avant. » « Je ne signe rien ce soir, » dit Sarah fermement. « Et je ne quitte pas ma maison. » L'expression de David s'assombrit. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. C'est moi, rétorqua Sarah. Tu as une liaison depuis plus d'1 an. Tu as emménagé une autre femme dans notre maison, changé les serrures de mon bureau, disposé de mes affaires et préparé des documents juridiques que je n'ai jamais vus auparavant. Mais c'est moi qui rends les choses difficiles. Tu n'étais jamais là, lança David, son sang-froid finissant par craquer. Toujours dans une galerie, une exposition ou une vente aux enchères. À quoi t'attendais-tu ? Je m'attendais à la fidélité, répondit froidement Sarah. C'est généralement considéré comme un élément de base du mariage.
David eut un rire amer. Le mariage exige une présence, Sarah. Tu as choisi ta carrière plutôt que notre relation il y a des années. Ce n'est pas juste, protesta Sarah. Nous avions convenu ensemble de nos priorités. Tu as encouragé ma carrière. Les choses changent, dit David en jetant un coup d'œil à Elisa. Les gens changent. Je veux une famille, Sarah. Quelque chose qui ne t'a jamais intéressé. Avant que Sarah ne puisse répondre, son téléphone sonna. Megan, encore. Sarah savait qu'elle devait prendre cet appel. J'ai besoin d'aller aux toilettes, dit-elle brusquement. Les toilettes du rez-de-chaussée sont en rénovation, dit rapidement Elisa. Utilisez la salle de bain des invités à l'étage. Sarah hocha la tête et se dirigea vers les escaliers, sentant les regards de David et d'Elisa dans son dos. Une fois à l'intérieur de la salle de bain des invités, également redécorée dans un style qu'elle ne reconnaissait pas, Sarah verrouilla la porte et répondit à l'appel. « Megan, que se passe-t-il » chuchota-t-elle. « Sarah, Dieu merci. » La voix de Megan était tendue d'inquiétude. « Où es-tu ? Es-tu à la maison ? » ?»« Oui, et tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé, » commença Sarah. « Écoute-moi, » la coupa Megan. « Ne signe rien de ce que David te donne. N'accepte rien. Il y a quelque chose de vraiment louche. »« Que veux-tu dire ?» demanda Sarah, sa suspicion se transformant en terreur. « David a effectué des transactions non autorisées depuis les comptes de la Fondation Henderson, » expliqua rapidement Megan. « Il a réussi à obtenir l'accès aux fiches de signature. Il transfère systématiquement de l'argent à l'étranger depuis des mois. » Sarah sentit la pièce tourner autour d'elle. « Combien ? » ?»« Au moins 3,2 millions de dollars que nous avons pu tracer jusqu'à présent, » dit Megan d'un ton sombre. « Et Sarah, ce n'est pas tout. Cette femme avec qui il est, elle n'est pas celle qu'elle prétend être. » Sarah s'assit sur le rebord de la baignoire, ses jambes soudain incapables de la soutenir. « Que veux-tu dire, elle n'est pas celle qu'elle prétend être ?» chuchota Sarah, gardant la voix basse malgré l'eau qu'elle avait fait couler pour préserver son intimité. « Son nom n'est pas Elisa Carlyle, » expliqua Megan avec urgence. « C'est Elizabeth Kaplan. C'est une fraudeuse financière connue qui a fait l'objet d'enquêtes pour des combines similaires à Boston, Miami et Seattle. Elle cible les personnes fortunées, en particulier celles ayant accès à des fonds familiaux ou à des comptes d'investissement. » L'esprit de Sarah s'emballa, les pièces du puzzle s'assemblant avec une clarté esséurante. L'insistance de David pour qu'elle accepte la mission européenne, l'annonce soudaine de la grossesse, l'urgence de signer les papiers ce soir. « La grossesse » souffla Sarah. « Est-elle seulement réelle ?» D'après son modus operandi précédent, probablement pas, répondit Megan. À Seattle, elle portait un faux ventre de grossesse pour gagner la sympathie de la famille de sa cible. Elle a inventé toute une histoire comme quoi elle attendait des jumeaux. Sarah se souvint de la façon protectrice dont Elisa touchait constamment son ventre, comment elle avait opportunément pris des vitamines prénatales juste devant elle. « Comment sais-tu tout ça ?» demanda Sarah. « Après avoir remarqué les transferts suspects depuis les comptes Henderson, je l'ai signalé au service de conformité, » expliqua Megan. « Ils montent un dossier depuis des semaines. Je n'étais pas censée te le dire, ils craignaient de les alerter. Mais quand tu as texté que tu étais rentré plus tôt, j'ai su que tu fonçais droit dans un guêpier. » Dangereux. Sarah sentit une frisson. Penses-tu qu'il me ferait du mal? Je sais pas, admet Megan. Mais dans l'affaire de Seattle, lorsque la victime a refusé de coopérer, des œuvres d'art et des bijoux de valeur ont mystérieusement disparu de sa maison. À Miami, l'identité de la victime a été usurpée après avoir signé ce qu'elle pensait être des documents anodins. Ils essaient de me faire signer des papiers ce soir, dit Sarah, la pleine mesure de la situation devenant claire. Pas seulement des papiers de divorce. Des documents sur la fondation Henderson. Ne signe rien, insista Megan. Le FBI a été prévenu. Ils sont déjà impliqués. Le FBI, répéta Sarah, stupéfaite. Oui, les comptes de la fondation traversent les frontières des États, c'est donc de compétence fédérale, expliqua Megan. Sarah, j'ai besoin que tu restes calme et que tu les fasses patienter. Peux-tu faire ça? Trouve juste des excuses pour ne pas signer ou partir jusqu'à ce que l'aide arrive.
Combien de temps ? Demanda Sarah en regardant sa montre. Il était un peu plus de 19 heures. Je ne sais pas exactement, mais bientôt, promit Megan. Il surveillait déjà la situation. Savoir que tu es là va accélérer leur intervention. Sarah prit une profonde inspiration, se ressaisissant. D'accord, je vais les faire patienter. So ist prudente, prévint Megan. David déplace de l'argent depuis des mois. Ce ne sont pas des amateurs. Sarah, après avoir mis fin à l'appel, fixa son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait semblait une étrangère, épuisée par le voyage, choquée, trahie. Mais sous la douleur, Sarah sentit autre chose émerger, la détermination. Il ne s'agissait plus seulement de l'infidélité de David. C'était de la fraude, du vol, et ils essayaient de l'utiliser pour accéder à la fondation caritative de sa famille, à de l'argent destiné à l'éducation artistique d'enfants défavorisés. Sarah se jeta de l'eau froide au visage, passa ses doigts dans ses cheveux et se prépara à ce qui allait suivre. Elle devait les faire parler, leur faire croire qu'elle pourrait finir par coopérer, jusqu'à l'arrivée des secours. En bas, elle trouva David et Elisa dans ce qui semblait être une conversation tendue et à voix basse, qui cessa brusquement lorsqu'elle entra dans la pièce. « Tout va bien ?» demanda David, sa voix faussement décontractée. « Aussi bien que possible », répondit Sarah, se dirigeant vers la table de la salle à manger où les papiers étaient toujours posés. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit. » David et Elisa échangèrent un regard rapide que Sarah reconnut désormais comme calculateur plutôt qu'intime. Et la pressa David. « J'ai besoin de comprendre ce que je signe, » dit Sarah en tirant une chaise et en s'asseyant. « Expliquez-moi ces documents. » Un soulagement traversa le visage de David. « Bien sûr. C'est raisonnable. » Il s'assit en face d'elle, tirant la pile de papier plus près. « Comme je l'ai mentionné, c'est un accord de divorce simple. » Sarah hocha la tête, observant tandis qu'il tournait à la première page. Pendant les 20 minutes suivantes, David expliqua les documents, ou plutôt la version des documents qu'il voulait lui faire croire. Il parla de partage équitable des biens, de sa conservation des biens personnels, de sa prise en charge de l'hypothèque. Ce qu'il n'expliqua pas, et ce que Sarah pouvait clairement voir, c'était des clauses transférant le pouvoir de signature sur des comptes, des procurations pour des décisions financières et des autorisations relatives au portefeuille d'investissement de la Fondation Henderson. Dans cette section, demanda Sarah en désignant un paragraphe enfoui au milieu de la page 17, concernant le transfert des responsabilités de gestion pour les entreprises philanthropiques existantes. David y jeta à peine un coup d'œil. Juste pour formaliser que je ne conseillerai plus sur les investissements de la Fondation Henderson. Vous conserverez le plein contrôle. Un mensonge. La clause autorisait en fait David à agir en tant qu'agent au nom de la Fondation pour une période de 3 ans. Je vois, dit Sarah en tournant à la page suivante. Et notre collection d'art ? Je ne la vois pas mentionnée spécifiquement. C'est couvert par les biens personnels, l'assura David. Vous gardez vos pièces, je garde les miennes. Partage equitable. Autre mensonge. Un document distinct dans la pile, qu'il ne lui avait pas encore montré, comprenait un inventaire des actifs artistiques et leur transfert à une société à responsabilité limitée nouvellement créée, une société sur laquelle Sarah soupçonnait qu'elle n'aurait aucun contrôle réel. Tandis que Sarah continuait de poser des questions, prolongeant le processus, elle remarqua Elisa devenir de plus en plus anxieuse. La blonde vérifiait sa montre à plusieurs reprises et jetait des coups d'œil à son téléphone. « Vous avez un rendez-vous quelque part ?» demanda Sarah innocemment. « Non, » dit rapidement Elisa. « Je regarde juste l'heure. Il se fait tard. » David lança un regard d'avertissement à Elisa avant de se retourner vers Sarah avec un sourire forcé. « Nous avons tout le temps de passer cela en revue correctement. Je veux que vous vous sentiez à l'aise avec tout. » Sarah hocha la tête, feignant de lire attentivement une autre page. « Ceci mentionne un compte offshore aux îles Caïmans. Nous n'avons pas de comptes offshore, David. » Un éclair d'agacement traversa son visage. « C'est juste du langage juridique standard. Ça couvre toutes les éventualités pour la divulgation des actifs. » Langage juridique standard pour des comptes qu'il avait déjà établis pour détourner l'argent de la fondation de sa famille. « Je vois, » murmura Sarah, tournant une autre page avec une lenteur délibérée.
Et ces comptes d'investissement listés ici, je ne reconnais pas certains de ces numéros. Ce sont les comptes de la Fondation Henderson, expliqua David doucement. Ils sont inclus à titre de référence uniquement, pour montrer qu'ils restent séparés de nos actifs personnels. Inclus à titre de référence, avec des lignes de signature autorisant leur contrôle. Sarah vérifia sa montre. Presque 1 heure s'était écoulée depuis qu'elle avait parlé à Meghan. Combien de temps encore devrait-elle gagner? Je crois que j'ai besoin de boire quelque chose avant de continuer, dit Sarah en se levant. C'est beaucoup à digérer. Je vais vous chercher de l'eau, proposa rapidement Elisa, commençant à se lever. En fait, je préférerais du vin, répondit Sarah. Il devrait encore y avoir du Bordeaux dans la cave. À moins que vous n'ayez remplacé ça aussi. David et Elisa échangèrent un autre regard. J'ai bien peur que nous ne gardions plus d'alcool à la maison, dit David. À cause du bébé. Bien sûr. Le bébé inexistant qui était tout leur prétexte. De l'eau suffira alors, concéda Sarah, observant Elisa se diriger vers le réfrigérateur. Alors qu'Elisa tendait le bras pour prendre un verre dans un placard, Sarah remarqua quelque chose d'étrange. Le ventre de femme enceinte de la femme se déplaça légèrement sur le côté, d'une manière qu'aucune véritable grossesse ne permettrait. C'était subtil, mais indubitable pour les yeux désormais soupçonneux de Sarah. Meghan avait eu raison. La grossesse était fausse. Elisa tendit l'eau à Sarah et leurs regards se croisèrent un instant. Sarah crut déceler une lueur d'inquiétude dans le regard de l'autre femme, comme si elle sentait la prise de conscience croissante de Sarah. « Merci », dit Sarah en prenant une gorgée délibérée. « Alors, David, vous avez mentionné que je devrais déménager ce soir. Où sont exactement mes affaires? Vous avez dit en garde-meuble, mais quelle société? Safekeep sur Riverside Drive, répondit David. Tout est dans un box climatisé. J'ai les informations d'accès dans mon bureau. Sarah hocha la tête, se demandant si ses affaires étaient réellement là ou si c'était encore un autre mensonge. Et mes photos de famille? Les albums de mes parents? Les bijoux de ma grand-mère? Demanda-t-elle, sachant que ces objets seraient particulièrement précieux et faciles à vendre. Tout est stocké en toute sécurité, l'assura David, bien que ses yeux ne rencontrassent pas tout à fait les siens. Nous avons été très prudents avec vos effets personnels. Sarah posa son verre d'eau avec un clic délibéré. Vous savez ce que je trouve intéressant, David? Vous n'arrêtez pas de dire « nous ». Nous avons emballé vos affaires, nous avions besoin de place, nous avons été prudents. Comme si Elisa avait son mot à dire sur ce qui arrive à mes biens, dans ma maison. La machoire de David se crispa. Elisa va être ma femme, Sarah. Elle porte mon enfant. Bien sûr que je l'inclus dans les décisions. Votre femme, répéta Sarah. Vous n'avez même pas encore demandé le divorce, mais elle est déjà votre femme. De toutes les manières qui comptent, répondit froidement David. Sarah se tourna vers Elisa, qui avait observé leur échange avec une attention calculée. À combien de mois avez-vous dit être, Elisa? 8 mois. 32 semaines, confirma Elisa, une main se déplaçant automatiquement vers son ventre. C'est intéressant, dit Sarah nonchalamment. Parce qu'il y a 8 mois, David et moi étions à Napa Valley pour fêter notre anniversaire. Il n'a pas mentionné qu'il avait une petite amie enceinte à l'époque. L'expression d'Elisa ne s'y a pas. Je n'étais pas enceinte à l'époque. Nous ne savons pour le bébé que depuis 5 mois. Je vois, acquiesça Sarah, comme si elle acceptait cette explication. Donc vous êtes tombée enceinte après vous être connue pendant, quoi, 1 an? C'est rapide. Quand on sait, répondit Elisa avec une sérénité étudiée. Assez parlé de chronologie, interrompit David, visiblement mal à l'aise avec cette tournure de la conversation. Revenons aux documents. Si nous pouvons finir ce soir, vous pourrez emporter les copies signées avec vous. Les emporter où, exactement? Demanda Sarah. Vous ne m'avez toujours pas dit où je suis censée aller à. Elle vérifia sa montre. Presque 21 heures. Le Four Seasons a des disponibilités, dit David. J'ai vérifié cet après-midi. Ils peuvent vous héberger aussi longtemps que nécessaire. Quelle délicatesse, dit Sarah sèchement.
Vous avez vérifié la disponibilité des hôtels avant même que je sache que j'avais besoin d'un hôtel. La patience de David s'amenuisait visiblement. Sarah, s'il te plaît, signe juste les papiers. Tu pourras les faire examiner par ton avocat après, si ça t'inquiète. Mais j'ai besoin de ces signatures ce soir. Pourquoi cette précipitation ? Insista Sarah. Si tout est en règle et équitable, comme tu le prétends, pourquoi cela doit-il se faire maintenant ? David jeta un coup d'œil à Elisa avant de répondre. Mon avocat a conseillé de régler cela le plus rapidement possible pour une clôture nette. Votre avocat a conseillé d'obtenir des signatures sans examen juridique indépendant ? Demanda Sarah, sceptique. Cela semble peu probable pour tout avocat respectable. L'expression de David se durcit. Tu es difficile exprès. Non, Jesus prudente, corrigea Sarah. Ce qui semble raisonnable quand mon mari depuis 8 ans me prend en embuscade avec des papiers de divorce et une petite amie enceinte en une soirée. Elisa s'avança, sa voix prenant une intonation plus dure qu'auparavant. David, ça ne marche pas. Elle ne va pas signer ce soir. Elle signera, insista David, es étonnant vers Sarah. Écoute, j'ai été plus que patient. J'ai tout expliqué. J'ai offert un accord généreux. J'ai organisé un hébergement pour toi. Que veux-tu de plus ? Du temps, dit simplement Sarah. Du temps pour digérer. Du temps pour examiner. Du temps pour consulter mon propre avocat. Nous n'avons pas le temps, lança David, le masque glissant davantage. Ils doivent être exécutés ce soir. Pourquoi ? Le défia Sarah. Que arrive-t-il à minuit ? Vous vous transformez en citrouille ? La main d'Elisa se referma sur le bras de David en guise d'avertissement. David, assez. Nous pourrons revoir ça demain. Mais David la repoussa, se penchant sur la table vers Sarah. Signe les papiers, Sarah. Maintenant. Ou les choses deviendront beaucoup moins agréables. Sarah sentit un frisson à son ton, mais maintint son sang-froid. Me menaces-tu, David ? J'énonce des faits, répondit-il froidement. Tu peux rendre ça facile ou difficile. À toi de choisir. Alors que la tension emplissait la pièce, Sarah remarqua Elisa vérifier à nouveau son téléphone, tapant quelque chose rapidement avant de le ranger. La nervosité de la femme devenait de plus en plus apparente. Juste à ce moment-là, le propre téléphone de Sarah vibra, un SMS entrant. Jetant un coup d'œil, elle vit le nom de Megan et un simple message, est à 15 minutes. 15 minutes. Elle avait juste besoin de gagner un peu plus de temps. Laissez-moi y réfléchir, dit Sarah, ramassant la pile de papiers et les feuilletant comme si elle reconsidérait sa position. Si je signe ce soir, que se passe-t-il exactement ensuite ? David sembla se détendre légèrement, croyant qu'elle coopérait enfin. Tu emporteras ces copies avec toi au Four Seasons. Demain, les transferts seront traités par nos avocats respectifs. D'ici la fin de la semaine, tout sera officiellement séparé. Et la maison ? Demanda Sarah. Quand devrais-je officiellement déménager ? Techniquement, tu aurais 30 jours, répondit David. Mais étant donné les circonstances, plus tôt serait mieux pour tout le monde. Sarah hocha la tête pensivement. Et mes effets personnels dans ce garde-meuble ? J'y aurai un accès immédiat ? Bien sûr, l'assura David. Je te texterai le numéro du box et le code d'accès demain. Pas ce soir. Demain. Autre signal d'alarme. Et ma voiture ? Continua Sarah. Elle est toujours au parking longue durée d'OHRE. Je peux demander à quelqu'un de la récupérer pour toi, proposa David. Devenant plus empressé en sentant qu'elle vacillait. Donne-moi juste les détails du parking. C'est très attentionné, dit Sarah, forçant un petit sourire. Et la fondation Henderson ? Comment fonctionnerait la transition de la gestion ? David hésita, presque imperceptiblement. Aucune transition n'est nécessaire. Comme je l'ai dit, ces comptes restent entièrement sous votre contrôle. Autre mensonge. Les documents indiquaient clairement le contraire. Je vois, murmura Sarah, tournant une autre page. Elisa, pendant ce temps, s'était approchée de la fenêtre de la cuisine, regardant la rue avec une anxiété mal dissimulée.
Elle vérifia à nouveau sa montre avant de surprendre Sarah en train de l'observer. Je me demandais juste si la pluie allait tenir, expliqua Elisa, peu convaincante. Les prévisions annonçaient des orages ce soir. Le ciel avait été clair à l'arrivée de Sarah, et elle n'avait rien entendu parler de pluie, mais elle hocha la tête comme si elle acceptait cette explication. David, dit Sarah, reportant son attention sur son mari. Si je devais signer ça ce soir, je voudrais faire un petit changement. Cette clause sur les investissements de la Fondation Henderson. Je préférerais la supprimer entièrement, puisque vous dites qu'elle n'est pas pertinente de toute façon. L'expression de David se crispa. Les documents forment un tout, Sarah. Mon avocat les a préparés pour qu'ils soient complets. Supprimer des sections pourrait invalider tout l'accord. Je ne vois pas comment supprimer une clause non pertinente invaliderait quoi que ce soit, insista Sarah. Si c'est juste du langage standard, comme vous l'avez prétendu. Ne compliquons pas les choses, insista David. Les papiers sont prêts tels quels. Sarah posa les documents et se pencha en arrière sur sa chaise. Je pense que j'ai besoin de plus de temps pour considérer tout cela. C'est beaucoup à digérer en une soirée. Le masque de patience de David glissa enfin complètement. Bon sang, Sarah, signe juste ces papiers. L'explosion resta en suspens dans l'air entre eux. Elisa se précipita depuis la fenêtre, posant une main avertissante sur l'épaule de David. David, murmura-t-elle, calme-toi. Mais David la repoussa, se levant brusquement. Nous n'avons pas le temps pour ça. J'ai été patient, j'ai tout expliqué, j'ai été plus que généreux. Généreux, répéta Sarah, incrédule. Tu as volé la fondation de ma famille, David. Ce n'est pas de la générosité, c'est un crime. La déclaration tomba comme une bombe dans la pièce. David se figea, et le sang-froid soigneusement entretenu d'Elisa se brisa complètement. « Que as-tu dit » avait demandé David, sa voix d'un calme mortel. « Tu m'as entendu » répondit Sarah en se levant pour lui faire face. « Je sais pour les transferts non autorisés. Je sais pour les comptes offshore. Pensais-tu vraiment que personne ne remarquerait la disparition de 3,2 millions de dollars ?» David et Elisa échangèrent des regards paniqués. « Tu ne sais pas de quoi tu parles » tenta David, mais sa voix manquait de conviction. « Vraiment » le défia Sarah. « La Continental Trust a signalé les transactions, David. C'est déjà rapporté. » « Elle bluffe » dit rapidement Elisa. « Elle vient de rentrer. Elle ne peut rien savoir. » Sarah se tourna vers la blonde. « J'en sais assez, Elisabeth. Ou préférez-vous Elisa, ces jours-ci » Eliza Devint Bleem. Comment m'avez-vous appelé ? Elisabeth Kaplan, dit clairement Sarah. C'est votre vrai nom, n'est-ce pas ? Pas Elisa Carlyle. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis David se reprit, forçant un rire qui sonna creux même à ses propres oreilles. C'est ridicule, Sarah. Tu portes des accusations folles parce que tu es contrariée par notre relation. Vraiment ? Rétorqua Sarah. Alors explique pourquoi le service de conformité de la Continental Trust monte un dossier depuis des semaines. Explique pourquoi le FBI est impliqué. FBI ? Répéta Elisa, sa voix à peine plus qu'un murmure. Tu mens, insista David, mais il avait commencé à transpirer, son col semblant soudain trop serré. Vérifie ton téléphone, David, suggéra Sarah. Je suis sûre que ton contact à la banque a essayé de te joindre. Les transferts ont été signalés, l'enquête est déjà en cours. La main de David se dirigea involontairement vers sa poche, confirmant les soupçons de Sarah. C'est absurde, déclara Elisa, mais sa voix tremblait légèrement. David, elle te manipule. Ne l'écoute pas. Depuis combien de temps préparez-vous ça tous les deux ? Demanda Sarah, les regardant tour à tour. Étais-je toujours la cible, ou m'avez-vous choisi après avoir rencontré David ? Arrête de parler, lança David. Le bébé est une belle touche, continua Sarah en désignant le ventre d'Elisa. Bien que vous pourriez vouloir mieux fixer cette prothèse. Elle a bougé quand vous avez attrapé le verre tout à l'heure. La main d'Elisa vola protectricement vers son ventre, ses yeux écarquillés. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez, siffla-t-elle. Je crois que si, répondit calmement Sarah.
Ce n'est pas votre première représentation, n'est-ce pas? Seattle, Miami, Boston. Vous avez déjà fait ça. La façade composée d'Elisa s'effondra entièrement. Elle se tourna vers David, la panique évidente dans son expression. Nous devons partir. Maintenant. David hésita, regardant entre les documents sur la table et sa complice. Les papiers. Commença-t-il. Oublie les papiers. Lança Elisa. Elle sait. Nous devons partir. David semblait tiraillé, peu disposé à abandonner le plan pour lequel ils avaient clairement dépensé de l'argent. Mais les transferts, nous avons besoin de ces signatures pour accéder au... Elisa le coupa sèchement. Elle a dit que le FBI était impliqué. Nous devons partir. La mention des forces de l'ordre fédéral sembla enfin percer l'hésitation de David. Il attrapa son téléphone sur la table, faisant rapidement défiler les messages, son visage devenant de plus en plus pâle. « Comment savais-tu » exigea-t-il, levant les yeux vers Sarah avec un mélange de colère et de peur. « Tu viens de rentrer. Il n'y a aucun moyen que tu puisses savoir pour les comptes. »« Tu m'as sous-estimé » dit simplement Sarah. « Et tu as sous-estimé les gens qui tiennent à moi. » L'expression de David se durcit. « Les documents, Sarah. Signe-les, et nous te laisserons tranquille. Une signature, et tout ça disparaît. »« Il est trop tard pour ça, » répondit Sarah. « Comme je l'ai dit, l'enquête est déjà en cours. »« Elle ment, » insista Elisa, bien que moins convaincante qu'auparavant. Les autorités sauraient là si ce qu'elle dit était vrai. Comme par hasard, des phares balayèrent les fenêtres alors qu'un véhicule se garait dans l'allée. Elisa se précipita vers la fenêtre, écartant le rideau. « C'est trop tôt, » chuchota-t-elle, la voix emplie d'effroi. Il n'était pas censé être là avant minuit. David la rejoignit à la fenêtre, son visage perdant le peu de couleur qui lui restait. « Qui venait à minuit ?» demanda Sarah, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. « Des déménageurs pour mes affaires restantes ? Ou peut-être quelqu'un pour aider avec ses comptes offshore ?» Ni David ni Elisa ne répondirent, transis par ce qu'ils voyaient à l'extérieur. « C'est fini, » dit Sarah doucement. « Quoi que vous ayez prévu, c'est terminé. » David se tourna vers elle, le désespoir remplaçant sa confiance antérieure. « Sarah, écoute-moi. Tu ne comprends pas ce qui se passe. On peut arranger ça. Signe juste les papiers, et je t'expliquerai tout. »« Je pense que tu en as déjà bien assez expliqué, » répondit froidement Sarah. Un coup sec retentit à la porte d'entrée, les faisant sursauter tous les trois. Elisa recula de la fenêtre, cherchant une issue de secours. La porte de derrière, chuchota-t-elle avec urgence à David. On peut encore sortir. Mais David semblait figé sur place, la réalité s'effondrant enfin autour de lui. Ils auront encerclé la maison, dit-il d'une voix creuse. Un autre coup, plus fort cette fois, suivi d'une voix ferme, FBI. Ouvrez la porte. La voix autoritaire de l'extérieur ne laissait aucune place à l'erreur. FBI. Ouvrez la porte. Maintenant. David et Elisa restèrent figés, la panique évidente sur leurs visages. Sarah se dirigea vers la porte d'entrée, mais David se jeta soudain en avant, lui attrapant le bras. « Non, siffla-t-il. On peut encore arranger ça. » Sarah se dégagea vivement. « C'est fini, David. » Avant que quiconque ne puisse réagir davantage, la porte d'entrée s'ouvrit à la volée. 4 agents en blouson du FBI envahirent le hall, armes au poing. « FBI. Les mains où on peut les voir !» cria l'agent principal, une femme grande aux cheveux courts et foncés, et au regard intense. David leva lentement les mains, le visage cendré. À côté de lui, Elisa fit de même, bien que ses yeux parcourussent frénétiquement la pièce comme si elle cherchait encore une issue. « Sarah Mitchell ?» demanda rapidement l'agente, balayant la pièce du regard. « C'est moi », confirma Sarah, s'avançant les mains visibles. « Agente Cassandra Kim, FBI, Division des crimes financiers », dit la femme en rangeant son arme tandis que d'autres agents s'occupaient de maîtriser David et Elisa. « Vous allez bien, Madame Mitchell ?»« Je vais bien », assura Sarah, bien que « bien » sembla une grossière simplification de son état émotionnel. L'agente qui hocha la tête, puis tourna son attention vers les 2 autres personnes dans la pièce.
David Mitchell et Elizabeth Kaplan, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, usurpation d'identité, association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes financiers et tentative de vol d'une fondation caritative. Tandis que les agents commençaient à menotter David, il se débattit brièvement. C'est un malentendu. Sarah, dis-leur que c'est juste une affaire de divorce. L'agente Kim ignora ses protestations, continuant de lui lire ses droits pendant qu'un autre agent lui attachait les poignets derrière le dos. L'agent s'occupant d'Elisa eut plus de difficultés. Alors qu'il tentait de la menotter, le ventre de grossesse d'Elisa bascula de façon spectaculaire sur le côté. « Faites attention avec ça », lança Elisa. « Ça coûte cher. » L'agent s'arrêta, regardant la prothèse avec confusion. « Madame, je vais vous demander de retirer cet appareil. » Elisa le foudroya du regard mais passa sa main encore libre sous sa chemise, défaisant quelque chose. Tout le ventre de grossesse se détacha d'un seul bloc, révélant sa silhouette mince. Elle laissa tomber la prothèse sophistiquée sur le sol avec un bruit sourd. Sarah fixa le faux ventre abandonné. Même en sachant qu'il n'était pas réel, voir la preuve physique de la tromperie était troublant, un symbole tangible des mensonges élaborés qui avaient été construits autour d'elle. L'agente Kim s'approcha de Sarah pendant que les autres agents continuaient de s'occuper de David et Elisa. « Madame Mitchell, je sais que c'est un choc. Nous montons ce dossier depuis plusieurs semaines sur la base de preuves financières, mais nous ne nous attendions pas à vous trouver ici ce soir. D'après nos informations, vous ne deviez pas rentrer avant 3 semaines. J'ai terminé mon travail plus tôt, expliqua Sarah, se sentant curieusement détachée en observant la scène se dérouler dans son propre salon. Je voulais faire la surprise à mon mari. Une lueur de sympathie traversa le masque professionnel de l'agente Kim. Sacrée surprise pour tout le monde, semble-t-il. Nous devons vous poser quelques questions, mais cela peut attendre demain si vous préférez. Non, dit Sarah fermement. Je veux comprendre ce qui se passe. Que faisait-il exactement? L'agente Kim désigna la table de la salle à manger où les documents étaient toujours posés. Puis-je? Sarah hocha la tête et l'agente parcourut les papiers avec des mains gantées. D'après notre enquête, votre mari et mademoiselle Kaplan tentaient de prendre le contrôle de la fondation caritative de votre famille au moyen de documents frauduleux, expliqua l'agente Kim. Ces papiers contiennent des clauses cachées qui leur auraient donné le pouvoir de signature sur les comptes de la fondation Henderson. Ils ont déjà réussi à transférer plus de 3 millions de dollars sur des comptes offshore, mais ils avaient besoin de votre signature pour accéder à la majeure partie des actifs de la fondation. Sarah s'ha sentit mal. Et le divorce? Faisait-il aussi partie du plan? Le divorce était bien réel, confirma l'agente Kim, mais accéléré et structuré à leur avantage. Si vous aviez signé ces papiers, vous auriez involontairement renoncé non seulement à vos biens matrimoniaux, mais aussi au contrôle de la fondation de votre famille. Depuis le hall, Sarah entendait David protester encore tandis que les agents l'emmenaient vers la porte. Sarah, ne les écoute pas. C'est un malentendu. Elizabeth Kaplan, en revanche, restait froidement silencieuse, ses yeux calculateurs fixés sur Sarah avec une haine indubitable. « Comment les avez-vous trouvés ?» demanda Sarah à l'agente Kim. « Megan, mon amie. Elle a dit que vous enquêtiez déjà. Nous avons reçu un rapport des agents de conformité de la Continental Trust Bank concernant des transferts suspects depuis les comptes de la fondation Henderson, expliqua l'agente Kim. Le schéma correspondait à des affaires précédentes impliquant mademoiselle Kaplan. Lorsque nous avons commencé la surveillance, nous avons découvert son lien avec votre mari. L'agente prit un document de la pile, désignant une clause particulière. C'est un travail particulièrement sophistiqué. L'autorisation de virements électroniques est intégrée dans un langage de divorce standard sur le partage des biens. La plupart des gens ne le remarqueraient pas sans un examen juridique attentif. Sarah repensa à l'insistance de David pour qu'elle signe immédiatement, sans consulter son propre avocat. L'urgence prenait un sens esséurant maintenant. Travaillait-il seul? Demanda Sarah, se souvenant des vérifications téléphoniques mystérieuses d'Elisa et du commentaire sur quelqu'un qui devait venir à minuit. Non, confirma l'agente Kim. Nous avons identifié au moins 3 complices. 2 ont été appréhendés alors qu'ils approchaient de l'arrière de votre propriété au moment où nous entrions. Le 3e.
Elle fit une pause alors que sa radio crépitait. Après avoir écouté brièvement, elle continua. Vient d'être appréhendée à 3 pâtés de maison d'ici, tentant de fuir dans une camionnette de location. Une camionnette, répéta Sarah. D'après les affaires précédentes, il comptait probablement vider votre maison de ses objets de valeur ce soir, expliqua l'agente Kim. Art, bijoux, appareils électroniques, tout ce qui est facilement transportable et vendable. Sarah jeta un coup d'œil à sa maison transformée, la voyant d'un œil nouveau. La redécoration n'avait pas seulement servi à Elisa pour affirmer sa domination. C'était une préparation pour dépouiller la maison de tout ce qui avait de la valeur. L'agente Kim continua. Elizabeth Kaplan et ses complices ciblent des individus fortunés ayant accès à des fonds familiaux ou à des comptes d'investissement. Ils ont volé plus de 12 millions de dollars au cours des 3 dernières années en utilisant des variantes de ce scénario exact. Et David? Était-il aussi une victime? Demanda Sarah, bien que soupçonnant déjà la réponse. L'expression de l'agente Kim se durcit légèrement. Au départ, nous pensions que M. Mitchell avait pu être manipulé, ignorant les véritables intentions de Mademoiselle Kaplan. Cependant, les preuves électroniques récupérées sur l'ordinateur de son bureau montrent qu'il était un participant consentant une fois qu'il a compris le gain financier potentiel. Il a activement participé à la fraude pendant au moins 6 mois. La confirmation de la participation volontaire de David frappa Sarah comme un coup physique. Ce n'était pas seulement de l'infidélité ou une crise de la quarantaine, c'était un comportement criminel calculé. J'aimerais également parler à votre amie Megan Thompson demain, ajouta l'agente Kim. Son alerte, à vous et à notre bureau, a probablement évité des pertes bien plus importantes. Sarah hocha la tête, engourdie. Bien sûr. Alors que les agents emmenaient David et Elisa à l'extérieur vers les véhicules en attente, d'autres membres du FBI entrèrent, commençant à documenter et à fouiller la maison. Un agent apporta un grand conteneur de preuves. Nous allons devoir traiter la scène, expliqua l'agente Kim. Cela peut prendre plusieurs heures. Avez-vous un endroit où rester ce soir, Madame Mitchell? L'ironie n'échappa pas à Sarah. On lui demandait toujours de quitter sa propre maison, mais dans des circonstances très différentes de celles prévues par David et Elisa. Je peux appeler Megan, dit Sarah, ou un hôtel. L'agente qui hocha la tête. Prenez les effets personnels dont vous avez besoin pour la nuit. Nous assurons la sécurité de la propriété jusqu'à ce que notre fouille soit terminée. Alors que Sarah se déplaçait pour rassembler quelques affaires essentielles, elle passa devant l'un des agents qui plaçait soigneusement le faux ventre de grossesse dans un sac de preuves. L'agent leva les yeux à son approche. Nous en avons trouvé 3 autres à l'étage, informa-t-il l'agente Kim. Différentes tailles. On dirait qu'il documentait une grossesse progressive. L'agente qui hocha la tête. Ajoutez-les au journal des preuves et vérifiez l'armoire à pharmacie. Il y avait probablement aussi de fausses bouteilles de vitamines prénatales. Sarah continua vers la chambre d'amis où Elisa avait dit que ses affaires avaient été déplacées. En ouvrant la porte, elle ne trouva pas ses affaires, mais d'autres preuves du plan élaboré. La pièce contenait plusieurs valises, de faux documents d'identité étalés sur le lit, et ce qui semblait être des dossiers financiers. Agente Kim, appela Sarah. Vous devriez peut-être voir ça. L'agente apparut dans l'embrasure de la porte, examinant la pièce avec une efficacité consommée. C'est exactement ce dont nous avions besoin, dit-elle, appelant immédiatement par radio l'équipe d'épreuve. On dirait qu'il se préparait à fuir le pays. Sarah ramassa un passeport sur le lit. Il contenait la photo de son mari, mais un nom différent à côté. Des billets d'avion pour les îles Caïmans, datés de la semaine suivante, étaient posés à côté. Il n'en avait pas seulement après l'argent de la fondation, n'est-ce pas? Demanda Sarah doucement. Ils allaient tout prendre. C'est leur schéma habituel, confirma l'agente Kim. La fondation était la cible principale en raison de ses liquidités, mais ils ne se seraient pas arrêtés là. D'après ce que nous avons vu dans les affaires précédentes, ils auraient probablement vidé vos comptes, maximisé les cartes de crédit à votre nom et pris tout ce qui avait de la valeur dans la propriété avant de disparaître. Sarah reposa le faux passeport, se sentant soudain épuisée. L'adrénaline qu'il avait portée pendant la confrontation s'estompait, laissant derrière elle une fatigue profonde. « Je crois que je vais appeler cet hôtel maintenant, dit-elle.
L'agente qui hocha la tête avec sympathie. Un de mes agents peut vous conduire où vous le souhaitez. Et Madame Mitchell, nous aurons besoin que vous veniez demain pour une déclaration formelle. Mais je veux que vous sachiez que vous avez géré cette situation remarquablement bien. Beaucoup de gens dans votre position auraient paniqué. Sarah réussit un sourire fatigué. Je crois que je garde la panique pour plus tard. Alors qu'elle était escortée hors de la maison, passant devant les agents cataloguant les preuves, devant l'endroit où David et Elisa s'étaient tenus avec assurance pour annoncer leur avenir ensemble quelques heures auparavant, Sarah ressentit un étrange sentiment de déphasage. La maison dans laquelle elle était revenue ce soir n'était pas celle qu'elle avait quittée 2 mois plus tôt. Et le mari en qui elle avait cru pendant 8 ans n'avait jamais vraiment existé. L'agente Kim la raccompagna jusqu'à un véhicule du FBI en attente. « Nous vous contacterons dès demain matin. Essayez de vous reposer, Madame Mitchell. » Sarah hocha la tête, serrant le petit sac de voyage qu'un des agents l'avait aidé à préparer avec des objets jugés sûrs à retirer de la scène. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, elle regarda en arrière sa maison, les lumières brillant à chaque fenêtre, les agents du FBI se déplaçant avec détermination à l'intérieur et à l'extérieur. La structure familière transformée en scène de crime. « Où allons-nous, madame ?» demanda doucement l'agent au volant. Sarah réfléchit un instant. Pas le Four Seasons que David avait si soigneusement recherché. Nulle part où il avait touché ou planifié. « L'hôtel Peninsula, s'il vous plaît, dit-elle finalement. Zur North Michigan Avenue. Alors qu'il quittait le quartier, le téléphone de Sarah sonna. « Sarah, tu vas bien? Sont-ils arrivés ?» C'était Megan. « Oui, » confirma Sarah, sa voix plus stable qu'elle ne s'y attendait. « Ils ont arrêté David et Elizabeth. Je vais à l'hôtel pour la nuit pendant qu'ils traitent la maison. »« Oh, Dieu merci !» souffla Megan. « J'ai été si inquiète. Veux-tu que je te rejoigne quelque part? Tu ne devrais pas être seule ce soir. » La simple offre d'amitié fit monter les premières larmes de la soirée aux yeux de Sarah. « Oui, » dit-elle doucement. « J'aimerais beaucoup ça. » La suite de l'hôtel Peninsula offrait un contraste saisissant avec le chaos que Sarah avait laissé derrière elle. Des baies vitrées du sol au plafond dévoilaient la ligne d'horizon scintillante de Chicago, les lumières de la ville se reflétant sur le lac Michigan au loin. La chambre élégante, avec sa palette neutre et son luxe discret, ressemblait à un sanctuaire après le maelstrom émotionnel de la soirée. Sarah était assise sur le bord du lit king size, toujours dans ses vêtements de voyage, tandis que Megan leur versait à chacune un verre de vin livré par le service d'étage. « Les agents du FBI semblaient minutieux, » dit Megan en tendant un verre à Sarah. « Agente Kim, tu as dit. » Sarah hocha la tête, prenant une gorgée reconnaissante. « Cassandra Kim. Division des crimes financiers. Il monte ce dossier depuis des semaines. Après que j'ai signalé ces transferts, les choses ont bougé rapidement, » expliqua Megan en s'installant dans un fauteuil en face de Sarah. La Continental Trust a des systèmes de surveillance sophistiqués pour les comptes de fondation. David devait le savoir, mais il a quand même essayé de déplacer l'argent. Il a toujours été trop confiant, murmura Sarah. Elle fixa son verre de vin, regardant le liquide rouge foncé capter la lumière. J'essaie toujours de comprendre quand ça a commencé. Quand mon mari est-il devenu capable de ça? L'expression de Megan s'adoucit avec sympathie. Je ne pense pas que ce soit si simple, Sarah. L'agente qui m'a expliqué certaines choses quand j'ai signalé pour la première fois l'activité suspecte. Elizabeth Kaplan est extrêmement douée dans ce qu'elle fait. Elle identifie les cibles potentielles, étudie leurs faiblesses et exploite ses vulnérabilités. Mais quand même, insista Sarah. Passer de l'infidélité à la commission de crimes financiers fédéraux, c'est un sacré saut. Peut-être, reconnut Megan. Ou peut-être qu'un compromis moral a rendu le suivant plus facile. Elle hésita avant de continuer. Sarah, il y a autre chose que tu devrais savoir. L'enquête a révélé que David accédait à tes comptes personnels et au système de la Fondation depuis près de 2 ans. Bien avant l'apparition d'Elizabeth. Sarah sentit une nouvelle vague de trahison la submerger. 2 ans. C'est avant même que je commence à planifier la tournée européenne. Megan hocha la tête sombrement. Le FBI pense qu'il préparait peut-être le terrain, cherchant des opportunités.
quand la Fondation a reçu cette importante dotation l'année dernière. Le don Sutherland, dit Sarah, se souvenant du collectionneur âgé qui avait légué 12 millions de dollars à la Fondation Henderson à sa mort. David a organisé la stratégie d'investissement pour ces fonds. Exactement, confirma Meghan. Cet afflux de capitaux a créé l'opportunité dont ils avaient besoin. Mais ils avaient toujours besoin de ta signature pour les transferts majeurs. Sarah prit une autre gorgée de vin, essayant de digérer cette dernière révélation. Alors, la mission européenne, celle que David m'a encouragée à prendre, faisait-elle partie du plan depuis le début? On dirait bien, répondit doucement Meghan. L'agente qui m'a dit qu'ils avaient trouvé des emails entre David et Elisabeth discutant de la fenêtre d'opportunité parfaite pendant que tu étais à l'étranger. Les pièces continuaient de s'assembler dans l'esprit de Sarah. Et laissez-moi deviner, le moment de mon retour devait coïncider avec l'achèvement de leur plan. Meghan hocha la tête. D'après ce que le FBI a trouvé jusqu'à présent, il comptait avoir toutes les signatures et tous les transferts terminés d'ici la semaine prochaine. Tu n'étais pas censé rentrer avant la semaine suivante, date à laquelle ils auraient disparu, avec la plupart de tes actifs et une part importante de la dotation de la Fondation. Sarah posa son verre de vin, se sentant soudain malade. Tous ces appels d'Europe. David semblait toujours si aimant, si intéressé par mon travail. Est-ce que quelque chose de tout cela était réel? Meghan se déplaça pour s'asseoir à côté de Sarah sur le lit, posant une main réconfortante sur son épaule. Je ne peux pas répondre à ça, Sarah. Mais je sais une chose, ce qui s'est passé n'est pas un reflet de toi. Tu as fait confiance à ton mari parce que c'est ce que les gens font dans un mariage. Tu n'as pas échoué à un test de perception. Un coup à la porte les interrompit. Meghan se leva pour répondre, revenant un instant plus tard avec l'agente Kim. Je m'excuse pour cette intrusion tardive, dit l'agente du FBI, restant debout malgré le geste de Sarah vers un fauteuil. Mais nous avons découvert des informations que je pensais que vous devriez connaître ce soir, plutôt que d'attendre demain matin. Sarah se redressa, se préparant à d'autres révélations. Qu'est-ce que c'est? La vraie Eliza Carlyle, commença l'agente Kim, est une étudiante diplômée à Boston qui a signalé le vol de son identité il y a 8 mois. Elisabeth Kaplan semble avoir utilisé son identité pour établir des références ici à Chicago, y compris une fausse entreprise de design d'intérieur. Design d'intérieur, répéta Sarah, pensant aux changements spectaculaires apportés à sa maison. L'agente qui hocha la tête. Cela lui a fourni une couverture pratique pour sa présence dans votre maison et les modifications ultérieures. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Elle hésita brièvement. Madame Mitchell, l'équipe scientifique a trouvé plusieurs caméras cachées installées dans toute votre maison. Sarah sentit sa peau se hérisser. Des caméras? Dans quel but? D'après les premières expertises, expliqua l'agente Kim, elles ont été installées il y a environ 7 mois. Les images étaient stockées sur un serveur cloud sécurisé auquel nous avons maintenant accédé. Il semble qu'ils surveillaient vos routines, vos conversations, même vos discussions financières privées. 7 mois, fit écho Sarah d'une voix creuse. Pendant que j'y vivais encore. Avant mon départ pour l'Europe? L'agente qui hocha la tête sombrement. Nous pensons que David les a installés sous la direction d'Elisabeth dans le cadre de leur collecte d'informations. Les caméras leur ont fourni une connaissance intime de votre vie, de votre emploi du temps, même de vos mots de passe et de vos détails financiers que vous auriez pu discuter à la maison. La violation semblait profonde, plus encore que la fraude financière ou la trahison conjugale. L'idée que ces moments privés avaient été surveillés, analysés et exploités par l'homme en qui elle avait le plus confiance était presque insupportable. Il y a plus, continua l'agente Kim. Parmi les preuves récupérées se trouvait un plan détaillé pour ce qu'ils appelaient la phase 3. La phase 1 semble avoir été la collecte d'informations. La phase 2 consistait à vous isoler de vos actifs et à obtenir les signatures nécessaires. Sarah ne voulait presque pas demander. Et la phase 3? Le comportement professionnel de l'agente Kim s'adoucit légèrement. Je vous dis cela non pas pour vous effrayer davantage, mais pour que vous compreniez la gravité de ce à quoi vous avez échappé. La phase 3 impliquait d'ouvrir des lignes de crédit à votre nom, de maximiser les comptes existants et... Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin.
De s'assurer que vous ne seriez pas en mesure de contester leurs actions une fois découvertes. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Demanda Meghan, alors que Sarah restait silencieuse. Ils avaient préparé des documents suggérant que Madame Mitchell souffrait de problèmes de santé mentale, expliqua l'agente Kim. Des dossiers médicaux fabriqués, des emails à un thérapeute inexistant prétendument de Madame Mitchell exprimant des pensées paranoïaques. Il construisait un dossier pour remettre en question sa compétence si elle contestait ultérieurement les transferts. Sarah sentit un frisson malgré la chaleur de la pièce. Il n'avait pas seulement prévu de voler son argent. Il s'était préparé à détruire sa crédibilité, sa réputation, peut-être même sa liberté. Je sais que c'est accablant, reconnut l'agente Kim. Mais je voulais que vous ayez ces informations ce soir, car cela souligne à quel point leur planification était complète. Ce n'était pas un crime d'opportunité ou une relation qui a mal tourné. C'était un stratagème de fraude méticuleusement orchestré. Et David ? Demanda Sarah, sa voix à peine audible. Était-il pleinement conscient de tout cela ? L'expression de l'agente Kim confirma le pire avant même qu'elle ne parle. Les preuves indiquent qu'il était un participant enthousiaste, Madame Mitchell. En fait, certains des éléments les plus agressifs du plan semblent provenir de lui, et non de Mademoiselle Kaplan. La révélation tomba comme un coup physique. Sarah s'était accrochée à un faible espoir que David avait peut-être été manipulé, contraint d'une manière ou d'une autre. La confirmation de sa participation volontaire, voire empressée, éteignit cette dernière lueur d'espoir. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Sarah après un moment de silence pesant. « Ils resteront en détention en attendant leur comparution », expliqua l'agente Kim. « Compte tenu des preuves que nous avons déjà obtenues et du schéma des crimes antérieurs de Mademoiselle Kaplan, j'anticipe des accusations substantielles et une caution importante, si elle est accordée. Le bureau du procureur fédéral prépare déjà le dossier. » Devrajet Moigner, demanda Sarah. Finalement, oui, confirma l'agente Kim. Mais nous avons des preuves documentaires substantielles. Votre témoignage renforcera l'affaire, mais il n'en constitue pas la totalité. Après le départ de l'agente Kim, avec des promesses de nouvelles informations le lendemain matin, Sarah et Meghan restèrent assises en silence pendant plusieurs minutes, le poids de ces dernières révélations s'installant entre elles. « Je ne sais même pas qui il était », dit finalement Sarah, la voix brisée. 8 ans de mariage, et je ne l'ai jamais vraiment connu. Meghan se rapprocha, passant un bras autour des épaules de Sarah. Peut-être que personne ne le connaissait, Sarah. Peut-être que la personne que tu pensais avoir épousée n'a jamais existé. Sarah se blottit contre son amie, laissant enfin couler les larmes qu'elle avait retenues toute la soirée. Comment recommence-t-on quand toute sa vie s'avère être construite sur des mensonges ? Un jour à la fois, répondit simplement Meghan. Et tu ne le fais pas seule. Tandis que Sarah pleurait dans les bras de son amie, la ligne d'horizon de Chicago continuait de scintiller derrière les fenêtres, indifférente au drame humain qui se déroulait dans la chambre d'hôtel. Sa vie avait été brisée ce soir-là, mais alors que le choc initial commençait à s'estomper, Sarah sentit quelque chose d'inattendu s'agiter sous la douleur et la trahison, une détermination tranquille et d'acier. David et Elisabeth l'avaient sous-estimée. Ils avaient pris sa confiance pour de la faiblesse, son dévouement à sa carrière pour de la négligence envers son mariage. Ils avaient calculé, manigancé et menti, la croyant trop distraite ou naïve pour s'en apercevoir. Mais ils s'étaient trompés. 6 mois plus tard, la galerie Anderson, au centre-ville de Chicago, bourdonnait de conversations et du léger cliquetis des flûtes de champagne. Des projecteurs illuminaient une série d'œuvres puissantes en technique mixte, disposées dans l'espace moderne, chacune dépeignant des maisons fragmentées, des contrats rompus et des silhouettes sombres en arrière-plan de scènes domestiques apparemment parfaites. Au centre de l'exposition se tenait Sarah Mitchell, saluant les invités et discutant de sa vision de commissaire d'exposition. La femme sous le choc de cette nuit d'avril avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, de plus concentré, avec une confiance tranquille qui émanait d'elle. L'exposition remet en question nos hypothèses sur la sécurité et la confiance, expliqua Sarah à un critique d'art du Tribune. Chaque artiste explore la tromperie sous un angle différent, fraude financière, usurpation d'identité, trahison intime, tout en examinant comment nous nous reconstruisons par la suite. Et le titre ? Demanda le critique, désignant le lettrage austère sur le mur de la galerie.
caché sous nos yeux, l'art de la tromperie et de la résilience. Il évoque la double nature de l'exposition, répondit Sarah. À la fois la tromperie qui se produit souvent juste sous nos yeux, et la reconstruction qui doit se faire visiblement, intentionnellement, pour être complète. Alors que le critique s'éloignait pour étudier une installation particulièrement puissante, Megan apparut à ses côtés, lui offrant un verre d'eau pétillante fraîche. Salle comble, observa Megan. Les critiques arrivent déjà en ligne. Ils qualifient ça de révolutionnaire et de cathartique. Sarah Surratt. Ce n'est pas seulement ma vision. Chacun de ces artistes a vécu une forme de trahison ou de fraude. Cette authenticité résonne auprès des gens. En parlant de ça, dit Megan en baissant la voix, l'agente Kim vient d'arriver. Elle a dit qu'elle avait des nouvelles. Sarah hocha la tête, balayant la foule du regard jusqu'à ce qu'elle repère l'agente du FBI près de l'entrée, semblant quelque peu déplacée dans ce rassemblement artistique malgré son élégant tailleur-pantalon. Sarah s'excusa et se fraya un chemin à travers la foule. « Agente Kim », salua-t-elle chaleureusement. « Je suis heureuse que vous ayez pu venir. »« Appelez-moi Cassandra, s'il vous plaît », répondit l'agente avec un sourire. « Je ne suis pas ici à titre officiel ce soir. Je voulais voir l'exposition et vous donner des nouvelles en personne. » Elles se dirigèrent vers un coin plus calme de la galerie, où un banc offrait un répit de la foule. Les accords de plaidé coupable ont été finalisés, l'informa Cassandra. David a accepté un accord, 15 ans pour fraude électronique, association de malfaiteurs et usurpation d'identité, avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. En échange, il témoigne contre Elizabeth et leurs autres complices. Sarah absorba cette information avec un calme qui aurait été impossible 6 mois plus tôt. Et Elizabeth? Elle conteste, répondit Cassandra. Mais avec le témoignage de David et la montagne de preuves, le procureur est confiant. Elle risque 20 à 25 ans lorsque toutes les accusations des différentes juridictions seront combinées. Sarah hocha la tête, ne ressentant aucune joie, mais un certain sentiment de clôture. Et l'argent de la fondation? Presque tout récupéré, confirma Cassandra. Les comptes offshore ont été gelés et les fonds sont en cours de rapatriement. La paperasse est lente, mais l'argent est en sécurité. C'est ce qui compte le plus, dit Sarah. Ces fonds étaient destinés à fournir une éducation artistique aux communautés défavorisées, pas à financer la fuite de David et Elizabeth. Il y a autre chose, ajouta Cassandra. Nous avons identifié 3 autres victimes des précédentes escroqueries d'Elizabeth. Elles n'ont pas eu autant de chance que vous. Elles ont presque tout perdu avant que la fraude ne soit découverte. Le procureur se demandait si vous seriez disposé à leur parler, peut-être à les aider dans leur processus de rétablissement. Votre force a été remarquable, Sarah. Sarah considéra la demande. 6 mois plus tôt, elle aurait peut-être voulu mettre autant de distance que possible entre elle et tout ce qui concernait le crime qui avait bouleversé sa vie. Mais maintenant, ayant canalisé son expérience dans cette exposition, dans quelque chose de productif et de curatif, l'idée d'aider les autres lui semblait juste. Je serais heureuse de le faire, accepta-t-elle. Peut-être seraient-elles intéressées à contribuer également à la prochaine phase de cette exposition. Nous prévoyons d'inclure des ateliers sur la guérison et la reconstruction. Cassandra sourit, impressionnée par la résilience de Sarah. Je leur ferai savoir. Alors que l'agente partait pour visiter l'exposition, Megan rejoignit Sarah. Tout va bien? Demanda-t-elle. Sarah hocha la tête. Les procédures judiciaires se terminent. Justice est rendue. Elle jeta un coup d'œil à la galerie bondée, aux œuvres d'art puissantes et aux visiteurs engagés. Mais cela semble plus important, d'une certaine manière. Transformer la douleur en objectif, observa Megan. Exactement, acquiesça Sarah. David et Elizabeth ont essayé de détruire ma vie, mais ils m'ont par inadvertance donné une nouvelle direction. Plus tard dans la soirée, alors que le dernier invité partait et que le personnel de la galerie commençait les procédures de fermeture, Sarah se tenait devant la dernière pièce de l'exposition, une œuvre puissante en technique mixte qu'elle avait elle-même créée. L'image centrale montrait une maison coupée en 2, une moitié immaculée et parfaite, l'autre révélant des caméras cachées, des déchiqueteuses de documents et des faux fonds dans les tiroirs. Des fragments des documents frauduleux que David et Elizabeth avaient préparés étaient superposés partout.
désormais rendus inoffensifs en tant que matériaux artistiques. Le FBI lui avait permis d'utiliser des versions expurgées pour le projet après le traitement des preuves. Au bas de l'œuvre, à peine visible à moins de regarder attentivement, se trouvait une petite inscription. La vérité finit toujours par éclater. Sarah rassembla ses affaires, se préparant à partir. Le loft rénové qu'elle appelait maintenant chez elle l'attendait, un espace entièrement à elle, décoré avec des objets qu'elle avait choisis elle-même, sécurisé par un système dernier cri que Cassandra lui avait recommandé. Son téléphone sonna, un SMS d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Madame Mitchell, c'est Claire, de Seattle. L'agente Kim m'a donné vos coordonnées. J'ai été l'une des victimes d'Elizabeth Kaplan il y a 3 ans. J'ai vu la couverture en ligne de votre exposition. Si votre offre de prendre contact avec d'autres survivants est sincère, je vous en serai reconnaissante. Certains jours, j'ai encore l'impression de me noyer dans les séquelles. Sarah lut le message 2 fois, puis composa une réponse. Claire, merci de m'avoir contactée. L'offre est absolument sincère. Le sentiment de noyade s'estompe, je vous le promets. Rencontrons-nous la semaine prochaine. En attendant, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Après avoir envoyé le message, Sarah rangea son téléphone et jeta un dernier regard à la galerie. 6 mois plus tôt, elle était rentrée chez elle pour trouver sa vie brisée par la trahison et la tromperie. Ce soir-là, elle quittait un espace qu'elle avait rempli de sens et de connexion. Ce n'était pas la vie qu'elle avait prévue, mais alors qu'elle sortait dans la fraîche soirée de Chicago, Sarah Mitchell réalisa que cela pourrait être quelque chose de mieux. Une vie construite non pas sur une confiance aveugle, mais sur un objectif clairvoyant et la force authentique qui ne vient qu'en survivant à l'inimaginable.